On va passer à la dernière présentation. Marilyn, si elle est en ligne. Oui, oui, je suis là. Bonsoir, bonsoir à tous. D'accord. Donc, c'est la dernière présentation de cet après-midi. C'est sur la protection du paysage en milieu amazonien par l'étude du respect des normes de pollution et le suivi des polluants anthropiques et naturels. Voilà, vas-y, c'est à toi, Marilyn. Très bien. Vous m'entendez bien? Le son est Oui, clair de votre côté? oui, Très oui. bien. Bonsoir à tous. Je voulais remercier Christophe ainsi que Jean-François et Stéphane Calment également pour ces 3 années qui ont été très riches. Je remercie également les différentes personnes qui ont participé au projet. Du côté de la Guyane, M. Omran, Rosuel Lima, Pereira, Alix Fontaine et Mabiane Franca, ainsi que Cathy Panechou d'Atmo Guyane. Je tiens à remercier également Marielle Gosset et Adrien Paris, ainsi que Pluma Albarello et également Max Huisden et Kathleen Jersey pour les échanges que nous avons eus au cours de ces dernières années. Je vais donc commencer la présentation. On peut passer à la diapositive suivante. Je n'ai pas la main pour faire défiler les diapos. J'essaye depuis mon ordinateur, mais ça ne défile pas. Donc, je vais vous présenter rapidement les objectifs, les résultats attendus, donc avec plusieurs sous-thèmes. Donc, le premier sous-thème, c'est la caractérisation des polluants au niveau de la Guyane française et notamment les régions transfrontalières. La caractérisation de la biomasse. On a fait une petite étude aussi au cours de ces 3 dernières années, ainsi que la vérification du cadre juridique des normes environnementales avec notamment donc, Rosuel et Pluma. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, l'objectif, dans un premier temps, pour le premier sous-thème, c'était d'avoir un aperçu de l'impact des polluants naturels et anthropiques au niveau des régions transfrontalières. Ensuite, on avait pour objectif de déterminer les correspondances entre les cadres juridiques des normes environnementales au niveau des 2 zones transfrontalières. Et ensuite, effectuer une petite estimation de la biomasse au niveau des régions transfrontalières. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, les résultats attendus, donc en particulier, on souhaitait effectuer la modélisation et le suivi des polluants anthropiques et naturels à partir de modèles mathématiques également. On souhaitait également trouver un compromis entre les différentes règles juridiques des normes environnementales au niveau des trois pays et aussi mettre en place la première caractérisation de la biomasse à partir d'images satellites. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, c'est quoi un polluant naturel? C'est un polluant qui est émis par des événements comme par exemple l'érosion qui produit les poussières sahariennes, donc qui sont transportées le long de l'océan Atlantique, par exemple, donc sur de grandes distances. C'est aussi, par exemple, les émissions qui proviennent des volcans. C'est aussi le pollen qu'on connaît. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de calendrier pollinique pour la Guyane. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Et donc, il cause de nombreuses allergies. Et également des émissions naturelles d'oxyde et d'ozone. On peut passer à la diapositive suivante. Vous avez une petite représentation ici d'une poussière saharienne à gauche et à droite, vous avez la représentation du NaCl. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, un polluant anthropique, c'est un polluant donc, qui provient d'activités industrielles. Donc, par exemple, lorsqu'on brûle du bois, par exemple, le mercure également, lorsqu'on a des activités minières, lorsqu'on utilise des pesticides pour des fins des questions agricoles. Voilà. Et vous avez également donc, des particules comme les oxydes, les composés organiques volatiles, ainsi que les HAP. On peut passer à la diapositive suivante. Vous avez une petite représentation ici physico-chimique de plusieurs polluants anthropiques. Donc, le benzène, le premier. Ensuite, vous avez le NO2, ensuite l'ammoniac. Et ensuite, vous avez tout en dernier, vous avez le PM10 et le PM2,5 qu'on va citer dans quelques instants. Donc, le PM10, donc vous avez la représentation qui est en grise, c'est le diamètre d'un cheveu.
Le PM10 est représenté ici en jaune et le PM2,5 est représenté ici en rouge. Donc, vous voyez que le PM2,5 est très, très fin et donc peut avoir des impacts sur les voies respiratoires. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, pourquoi des images satellites peuvent être utilisées pour étudier la pollution? Donc, alors, ici, on a la représentation. La première, c'est une image V2IRS et à droite, une image, par exemple, Sentinel-5. Donc, dans le cas de ces deux images, on a donc un paramètre qui est défini par émission électromagnétique et qui permet ensuite de déduire un indicateur qu'on appelle l'épaisseur optique. Donc, étant donné la grande zone géographique qui représente la Guyane, le Suriname et le Brésil, on ne peut pas mettre des capteurs sur l'ensemble du territoire. Donc, l'image satellite, l'épaisseur optique, donc le paramètre d'épaisseur optique, peut permettre d'avoir des informations sur, donc, du coup, sur la présence ou non de poussière saharienne, donc de PM10. Il y a une formule qui permet de passer de l'un à l'autre. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, quels sont les instruments au sol qui sont les plus précises pour pouvoir mesurer ce type de paramètres, notamment le PM10? Vous avez donc à Atmo-Guyane le TOM, qui est un instrument qui est utilisé depuis des années, notamment sur Cayenne, Kourou et Maturi, donc qui permet de mesurer des particules qui font entre 10 microns ou 2,5 microns. Et dans le cas de Progisat, comme nous n'avons pas de TOM à Saint-Laurent-du-Maroni et à Saint-Georges-de-l'Oyapock, on a fait l'acquisition d'un Atmotrack, donc un appareil qui est beaucoup plus petit et qui est transportable, et qui a effectivement aussi sa marge d'erreur, bien sûr, mais qui permet quand même d'évaluer la présence de PM10, en tout cas en grande quantité. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, la méthodologie. Donc, dans un premier temps, on devait étudier donc, ces paramètres d'épaisseur optique. Ensuite, et les comparer aux images vidéo-IRS. Dans un second temps, on a également regardé le paramètre d'épaisseur optique pour les images Sentinel-5 qu'on a comparé au PM10 issu du TOM. Dans un second temps, on a fait des calculs statistiques et notamment de corrélation pour les deux premiers items. Ensuite, à travers les mesures de nouvelle Atmotrack qui avait été installée, qu'on a obtenues pour Progisat, on a également fait des vérifications de conformité avec les instruments d'Atmo-Guyane. Je précise ici qu'on avait deux instruments, un à Cayenne, un à Saint-Laurent et un à Saint-Georges. Celui de Saint-Laurent a été volé, donc on n'a pas pu faire toutes les études du côté de Saint-Laurent, mais on a pu en faire quelques-unes du côté de Saint-Georges. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, à travers cette étude, on a pu développer un logiciel Aerochain. Donc, on a plusieurs étapes qui sont présentées ici. On peut passer à la diapositive suivante. Je vais décrire ces étapes. Donc, on a une première partie qui consiste à télécharger les images. Ensuite, on a un second bloc qui permet d'extraire les épaisseurs optiques de Sentinel-5 et de VDURS. Alix Fontaine va compléter donc ce travail au cours de la session de jeudi, qui va représenter cette chaîne de traitement avec quelques exemples d'utilisation. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, ensuite, on utilise les données de PM10 issues des TEM d'Atmo-Guyane pour pouvoir rechercher les corrélations entre les données satellites et les données au sol. Et enfin, on a le Mathematical Model Block, donc qui permet d'effectuer des modélisations, des interpolations et on va dire d'affiner les calculs précédents qui ont été effectués. Voilà. Donc, ce modèle qui a été étudié peut être étendu, bien sûr, au Brésil ou au Suriname. Maintenant, on va regarder de plus près les résultats. Donc, c'était les premiers résultats que j'avais présentés. Vous avez plusieurs dates qui sont présentées ici, donc notamment le 27 mars 2018, le 11 avril 2018, le 4 avril 2015 et le 8 juillet 2017. Je vais volontairement me focaliser sur le 27 mars 2018. Un événement
de poussière saharienne et pour lequel donc, on a eu donc, un taux important de PM10 qui a été mesuré par Atmo Guyane, compris entre 100 microgrammes et 150 microgrammes. Et vous voyez ici que l'image satellite, on a une épaisseur optique qui est très proche de 0,8, donc ce qui veut dire que les deux sont relativement bien corrélés. En tout cas, c'était aussi le cas pour la région transfrontalière brésilienne à cette date particulière. Et on voit que plus le nombre de PM10 est faible, donc ce qui est normal, plus ce paramètre d'épaisseur optique diminue, donc ce qui veut dire que c'est relativement bien corrélé quand on a des épisodes de poussière saharienne importantes et aussi quand on a des images satellites qui sont désennuagées, puisque ça, vous n'avez pas beaucoup de représentation ici, puisqu'il y a certaines images qui avaient un taux d'ennuagement relativement important. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, dans la cas de Sentinel-5, vous voyez là, par contre, le résultat est un peu nouveau. On a des épisodes de poussière saharienne en 2022. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait des corrélations encore plus importantes avec Sentinel-5, notamment pour le Suriname, ici. Donc là, on avait un PM10 qui était supérieur à 50 microgrammes par mètre cube. Et donc, on voit que les corrélations sont également très proches de 0,8. Dans le cas de... Donc, c'était 3 jours d'affilée. On pouvait suivre l'évolution du phénomène. On remarquait qu'effectivement, quand la présence de poussière saharienne était moins visible au niveau de l'image satellite, la corrélation diminuait également. Voilà, c'est un résultat important de notre étude qui montre que Sentinel-5 peut être utilisé pour les régions transfrontalières, y compris le Brésil et le Suriname. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, pendant son stage de master, Moustapha Ning, qui a été encadré par Abdenebi Omran et moi-même, a mis en évidence une comparaison entre les images Sentinel-5 et les images V2IRS, donc les deux pour pouvoir faire la jonction entre les deux types d'images. Et on s'est rendu compte à partir des résultats que c'était relativement bien corrélé pour certaines dates et qu'encore une fois, les dates pour lesquelles on avait un taux d'ennuagement qui était le moins important. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux données Atmotrack qu'on avait installées en Guyane. Alors, c'est vrai que là, c'est très petit. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. De votre côté, il y a 2 courbes. Il y a Saint-Georges et Saint-Laurent du Maroni. Mais en tout cas, pour les 2 dates qui ont été pour la période qui a été sélectionnée ici, on se rend compte que les taux d'ozone sont relativement importants. Et donc, ce qui montre que ce sera important dans le futur d'installer une station directement in situ pour pouvoir suivre les phénomènes qui se produisent au niveau de ces zones. Les 2, alors la période effectivement, parce qu'on avait eu le vol, comme je vous ai dit, du capteur à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est pour ça que l'épisode de poussière saharienne le plus important qui a eu lieu là, et comme je voulais comparer les 2 zones transfrontalières, donc, du coup, je n'ai pas pu le représenter ici, mais en tout cas, l'épisode le plus important avait été quand même détecté au niveau de notre Atmotrack. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Je vais montrer les corrélations, voilà, c'est là que je voulais en venir. Donc, en ce qui concerne Cayenne, on avait fait quelques tests avec Atmo Guyane. Donc, il y avait eu 2 Atmotrack qui ont été comparés et on s'est rendu compte qu'on avait un coefficient de corrélation de l'ordre de 0,8, ce qui veut dire que les données du TEM d'Atmo Guyane ainsi que les données de notre Atmotrack étaient relativement corrélées, donc compatibles pour pouvoir émettre ensuite des conclusions quant aux mesures in situ qui ont pu être effectuées dans le cadre de Progisat. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, alors, au cours de son stage également, on a regardé avec Moustapha l'importance d'utiliser un modèle prédictif, et notamment dans le cadre de l'Atmotrack, on a utilisé les données de l'Atmotrack, on a regardé le modèle ARMA, qui est un modèle statistique décrit ici. Et ce modèle, il a été étudié pour Saint-Georges et Saint-Laurent, et la courbe en jaune, donc oui, c'est jaune ou marron, est celle
qui est issu du modèle ARMA, et on se rend compte que c'est relativement bien corrélé également avec les valeurs mesurées par le TOM, ce qui est un bon indicateur pour notre modélisation. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, alors, là, c'est un résultat également assez nouveau qui va être présenté à l'issue de cette partie. J'explique la particularité de la Guyane, c'est qu'on a des périodes de pluie très importantes comparativement à l'arc caribéen, ce qui fait que les poussières sahariennes qui peuvent impacter la santé, donc des populations à travers les syndromes respiratoires aigus et autres problèmes respiratoires, peuvent varier. Alors, je m'explique. À plusieurs reprises dans les séries temporelles, je m'étais rendu compte qu'on avait un jour de très forte poussière saharienne et soudainement suivi par un épisode de pluie relativement important. Puis, au niveau des résultats au sol, on se rendait compte qu'on avait des valeurs très faibles de PM10 dans les quelques jours qui suivaient. Donc, pour pouvoir détecter le pluviolescivage, nous avons décidé d'étudier l'interaction entre les précipitations et les PM10. C'était l'objet donc du stage de Baptiste Rivière que j'ai encadré, qui vient de l'ENSG. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, pour lequel il avait à sa disposition les données des pluviomètres au sol, ainsi que les données de PM10 d'Atmo Guyane, et également les données des images satellites Immerge, ainsi que les épaisseurs optiques de Sentinel-5. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, on a regardé ensemble les périodes pour lesquelles il y avait des corrélations à partir des images Immerge, et on s'est rendu compte qu'on avait des coefficients plus importants entre avril et mai pour la période qu'on avait considérée, ainsi que décembre-janvier, donc ce qui correspondait ici, donc dans le cas des périodes sélectionnées, à des moments où on avait des pluies relativement importantes. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, du coup, on a regardé ensemble les relations entre les deux séries, et on s'est rendu compte qu'on avait une fonction de cohérence importante avec un déphasage. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, ici, on conclut donc que l'effet de la pluie sur les poussières sahariennes est plus important donc, que l'effet opposé. Et donc, il y a à peu près un déphasage, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui varie entre 2 et 4 jours entre les deux. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, on a regardé aussi ensemble avec Adrien Paris et Reserve Force cette histoire de corrélation entre les données au sol des pluviomètres et les images satellites. Et là, on s'est intéressé à l'année 2021, c'est celle que j'avais sélectionnée, ce qui a été une année qui a été très, très riche en précipitations pour la Guyane, dans laquelle on a eu plus de 300 mm de pluie au mois de janvier. On a également eu, en avril 2021, des valeurs cumulées proches de 650 mm à l'intérieur des terres, ainsi que dans les deux zones transfrontalières, dans lesquelles on avait des variations entre 350 et 400 mm. On peut aller à la diapositive suivante. Donc, du coup, on a comparé ces données de 2021 avec les données de Météo France. Donc, pour Cayenne, ici, je vous présente d'abord Cayenne. Donc, vous voyez, on a une corrélation qui est relativement proche, donc de l'ordre de 0,73. Donc, ce qui veut dire que les résultats sont quasiment identiques. On peut aller à la diapositive suivante. On a également regardé, là c'est le cas de Saint-Laurent, hein, une petite faute de frappe, Saint-Laurent du Maroni, et on voit qu'on a une corrélation de l'ordre de 0,73. Et la diapositive suivante. Voilà, donc là on est dans le cas de Saint-Georges de l'Oyapock, et là on est aux alentours de 0,75 de corrélation. Donc ce qui fait que le phénomène de pluviolescivage qu'on pourrait observés à partir des données Atmotrack proviennent essentiellement de ce type de mesures qui nous permet vraiment de justifier les variations et justement les marges d'erreur qu'on peut retrouver à travers nos analyses statistiques. Voilà, donc on peut passer à la diapositive suivante maintenant. Donc voilà, on passe à un autre volet de cette étude qui avait été proposée par Mabiane Franca, parce qu'elle avait fait sa thèse au Brésil sur la caractérisation des biomasses par la télédétection. C'était l'intitulé de sa thèse. Donc, elle avait proposé ici une méthode. Malheureusement, elle a eu quelques petits soucis. Je n'ai pas pu la voir cette dernière année, mais on a essayé de suivre les pistes qu'elle nous avait fournies
pour avoir une petite idée déjà d'un pré-traitement qui pourrait être fait dans le cadre de l'estimation de la biomasse. Alors, l'estimation de la biomasse, c'était pour pouvoir faire le lien, parce qu'on dit, en théorie, et c'est vérifié aussi en pratique par la FRA-FAO, on quantifie le CO2, donc le dégagement de CO2, donc qui est un gaz à effet de serre, et qui, lorsqu'il est libéré par la déforestation, ou, voilà, peut se retrouver au niveau de l'ozone pendant 45 à 70 ans. Voilà. Donc l'importance, le lien avec la pollution, il est à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on s'y était intéressé. Donc on peut passer à la diapositive suivante. D'un point de vue méthodologique, donc on a travaillé avec Judith Nabec, qui est une étudiante de l'ENSG, et également en complément avec Alexandre Defossé et Youssef Ouadzi. Donc, elle a récupéré donc, la cartographie LIDAR des inventaires forestiers qui avait été réalisée en Guyane française et qui avait été produite par l'ONF. Et donc, elle s'est intéressée aux images Pléiades entre août et octobre pour les années 2016 à 2019. Voilà, donc on peut passer à la diapositive suivante. Donc, elle a essayé de comparer les données d'inventaire forestier disponibles pour 2010 et 2013 pour Regina aux données LIDAR qui étaient obtenues par l'ONF. Elle a utilisé des équations allométriques qui avaient été obtenues dans les travaux de Dourdin et Hérault, et elle a défini plusieurs équations différentielles dans le cas de la Guyane. Et elle souhaitait le faire pour le Suriname et le Guyana, mais elle n'avait pas accès aux données d'inventaire forestier. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, du coup, elle a utilisé à un moment donné la méthode photo pour avoir le cadre théorique de l'extraction de biomasse. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc, les résultats qu'elle avait obtenus, c'était une moyenne de la biomasse pour Saint-Laurent. On avait plusieurs résultats avec les différentes méthodes qu'elle avait comparées. Elle avait fait 3 méthodes différentes. Et donc, on a vu qu'il y avait une proximité quand même des résultats. La chose la plus importante à noter, une proximité des résultats entre les différentes méthodes. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, elle a établi une cartographie de la biomasse pour Regina, donc à partir des données LIDAR et de la campagne l'acquisition des données LIDAR ainsi que les sorties de la méthode photo. Et donc, voilà, donc à la fin, on a déduit que ça peut être une approche complémentaire qui peut être proposée à Jean-Baptiste et Alexandre pour les travaux qu'ils effectuent sur la cartographie de la diversité spectrale. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, donc maintenant, on va passer au cadre juridique environnemental au niveau des zones transfrontalières. Donc, c'est un travail qui a été réalisé par Pluma et qui a été proposé par Rosuel Lima. Donc, je vais passer la parole à Pluma maintenant, qui est dans la salle, afin qu'elle vous explique les principales conclusions qu'elle a tirées de son étude, et ensuite, je vais conclure. Bonjour. Agora eu vou falar em português, meu idioma. Bom dia, eu sou Pluma Barello, eu sou advogada e eu trabalhei junto com a Madame Gobidaz e com Rosuel Lima nessa parte sobre o direito ambiental, porque a gente percebeu que a gente faz todo um esforço sobre a quantidade de poluição no ar e na água, mas tá ok, a Guiana Francesa faz a parte dela, mas e os vizinhos? E o Suriname? E o Brasil, que é um país de proporções continentais, né? Porque a gente pensa assim, o Brasil, só a Amazônia, mas tem vários biomas aí que precisam ser preservados e que, claro, influenciam na Amazônia, e também o desmatamento da Amazônia influencia nesses outros biomas. Então, a minha parte é tentar explicar essa situação. Então, vamos lá, gente. Posso passar? Julie. O primeiro objetivo dessa parte da pesquisa é o seguinte: entender como é que funciona a legislação ambiental do Suriname, do Brasil e da França. E seria necessário também, além de ver
a questão de como o direito ambiental ele se aplica nas constituições e dentro da legislação infraconstitucional, que é os nossos códigos florestais, código ambiental que existe no Suriname e a Carta da Terra, que é o documento da França. E o que a gente percebeu? Na Constituição, que é o documento mais importante de cada país, está lá, bonitinho, vamos preservar o meio ambiente como compromisso principal. Quando a gente vai olhar mais a fundo a legislação infraconstitucional, a gente percebe que é muito diferente, cria o que se chama de insegurança jurídica, porque no caso do Brasil, por exemplo, e do Suriname, nós temos aqui um caráter mais punitivista. O Brasil e o Suriname, eles tendem a só ver o que acontece, punir as violações ambientais. E quando a gente observa a legislação francesa, que está dentro do conjunto da União Europeia, que é uma outra visão, e como eles já tiveram aparentemente problemas... Aliás, tiveram não, porque todos nós temos problemas, mas eu diria assim, eles perceberam mais urgente que certas doenças e certas mudanças aconteceram devido ao prejuízo do meio ambiente, eles vêm de uma forma mais protecionista, eles veem mais a questão do bem-estar mesmo de todo mundo, porque a gente pensa às vezes, né, meio ambiente, inclusive eu não era da área do meio ambiente, então a primeira vez que eu fui estudar a fundo, eu pensava assim, nossa, meio ambiente não é só preservação da floresta? Não, meio ambiente é o meio que nós estamos, né? Tá aí a Covid para provar isso. Covid todo mundo pegou em âmbito rural, âmbito urbano, é um grande exemplo disso. Então, assim, eu coloquei aqui uma frase que ela é fundamental assim para nós, toda vez que nós formos pensar nessa questão do direito ambiental, que é assim, o direito, ele se comporta conforme a sociedade que ele está inserido. Então, como aqui no Brasil e no Suriname nós temos um caráter mais punitivista, mais de tentar corrigir o erro, e a França já tem um poder de proteção, há um grande problema aí. Se nós formos trabalhar, né, pensar, iniciar agora uma discussão transfronteiriça sobre uma legislação que aborde, uma legislação ambiental que aborde toda essa problemática, a gente tem que focar nos problemas. Então, uma coisa que nós achamos importante trabalhar na nossa pesquisa é a questão da ecologia política. A ecologia política ela tem um expoente chamado Henrique Leff, que ele é um mexicano, e ele é um pouco radical. Ele diz que a proteção do meio ambiente ela perpassa, por exemplo, pelo fim do capitalismo. Só que a gente sabe que a mudança de uma sociedade ela não é assim. Nós sabemos muito bem disso. Então, eu procurei também outros pesquisadores dentro da linha da ecologia política, para tentar trazer um viés um pouco mais harmonizador, porém, todos bebem da fonte do Henrique Leff, então aconteceu o que a gente chama na pesquisa, né, de ciências humanas, assim, não teve mudança, todos bebem na mesma fonte. Então, aqui surge uma grande problemática, porque a gente vai falar sobre proteção do meio ambiente, o meio ambiente tem que acabar, aliás, o meio ambiente vai ser protegido com a sociedade que nós temos, mas a gente não consegue mudar a sociedade que nós temos. Então, esse é um outro problema também na construção e na validação dessas leis, né? De qualquer lei que a gente for pensar, nacional ou internacional, sobre meio ambiente. Eu acho que eu já falei tudo. É porque eu falei muito rápido. E é isso, merci Marlene. Merci pour toi. Merci Plouma. J'espère que vous avez... Oui, je vais oui, tu vas conclure, je pense. Je vais conclure. Voilà, je vais conclure. Voilà. Donc, du coup, on peut passer à la diapositive suivante.
Donc, alors à partir des données Sentinel-5, V2IRS, on a pu faire une étude qui a mis en évidence qu'on avait des corrélations relativement importantes, notamment lorsque nous avions des images des ennuagés. Nous avons également étudié un modèle de prédiction qui donne des résultats relativement intéressants pour Saint-Laurent, Saint-Georges et Cayenne. Donc, une bonne détermination du PM10 a été effectuée ici au cours de cette étude durant plusieurs années pour plusieurs villes. Donc, ce qui va pouvoir nous permettre dans un futur de travailler sur les recherches de problèmes respiratoires, notamment donc, avec les collègues qui travaillent sur la santé. Je profite de remercier Aude Ancel-Valois qui a été en stage avec nous avec un grand plaisir cette année, qui a commencé le travail sur ces questions-là. Voilà. Ces études peuvent être bien sûr étendues au Brésil et au Suriname. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, à partir des comparaisons entre les précipitations et les images satellites immerges, on s'est rendu compte qu'on avait de très bonnes corrélations également, notamment pour les années entre 2016 et 2020 et également 2021. Ce type d'étude pourra être poursuivi en relation avec Marie-Paul Bonnet dans le futur selon les projets qu'elle compte développer. Donc, cette nouvelle étude donc, avec Adrien Paris, notamment, a mis en évidence des résultats encore plus intéressants pour l'année très pluvieuse 2021, pour laquelle on a eu même des corrélations qui atteignaient 0,8 pour la ville de Kourou. Voilà, donc, ce qui fait que, plus globalement, lors des épisodes de pluie très importantes, on peut globaliser le résultat aux zones transfrontalières également. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. Enfin, en ce qui concerne l'estimation des biomasses à partir de la méthode qui a été développée ici, elle pourrait être améliorée avec plus de données dans le futur et également servir d'outils pour les études futures de Jean-Baptiste et Alexandre. Et en ce qui concerne le cadre juridique des normes environnementales, alors Plumas l'a expliqué tout à l'heure. Donc, dans le cas de la Guyane, on a un cadre juridique qui est relativement bien établi avec des questions environnementales qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Dans le cas du Suriname, il existe aussi une réglementation qui est définie et pour lesquelles certaines règles sont mises en place en ce qui concerne le Suriname en lui-même. Mais en ce qui concerne le Brésil, donc il y a énormément de questions puisque pour l'instant, il n'y a pas de réelle politique publique qui a été mise en place en matière environnementale. Cependant, il y a beaucoup de questions qui vont au-delà de l'aspect purement philosophique et qui met en évidence une volonté de changement profond au niveau de la société. Mais à ce niveau-là, ça reste des questions qui sont relativement politiques et qui demandent à tout un chacun de pouvoir se concerter et dialoguer avec diplomatie de façon à mettre en place des actions dans le futur. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention et je remercie à tous les participants. Encore un grand merci à toutes les personnes qui sont en présence, en distanciel, à Alix Fontaine et Jérôme Fozzani, donc qui ont travaillé sur la chaîne de traitement qui sera présentée jeudi. Merci. Merci Marilyn. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui, Tommy. Allô? Oui. Bon, alors je vais parler en français, même si je parle les trois langues. Donc, moi, j'aurais une question pour Marilyn par rapport au lien que tu as mentionné, Marilyn, dans ta partie que tu as présentée, entre les particules PM10 et les précipitations. Juste pour un peu de contexte, hein, à l'époque où j'avais fait ma thèse sur l'estimation d'irradiation solaire à partir d'images satellites, avec la méthode de l'IOSAT 2 sur le plateau des Guyanes, on avait vu que justement l'un des principaux phénomènes d'atténuation, c'était la couverture nuageuse, donc les précipitations. On n'avait pas étudié à l'époque l'effet des brumes de sable. Mais bon, c'est juste à titre de curiosité, hein, c'est une question que je m'étais toujours posée. Est-ce que, si on a vu aussi, enfin, tu as montré dans ta présentation,
que l'épisode de fort taux de PM10, c'est dans les mois les plus pluvieux. En général, c'est avril, mai, juin. C'est les périodes des brumes de sable. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a justement, par rapport au lien que tu as mentionné, le fait qu'il y ait en conjonction les brumes de sable et les fortes pluies, ça ne décale pas les précipitations? Alors, je m'explique, hein, par rapport à la pluviogénèse, la présence d'aérosols, ça tend à créer des noyaux de coalescence, je crois que c'est ça. Condensation, oui. Voilà, des noyaux de condensation. Est-ce que ça a un effet sur la pluviogénèse pour justement les rendre plus intenses et les décaler en termes de géographie? En termes géographiques, il n'y a pas de conclusion encore qui a été faite en ce sens. Par contre, effectivement, cela peut impacter en partie les microclimats. Donc, en termes de microclimat plutôt que de pluviogénèse. Et ça dépend de l'intensité vraiment de l'événement, tu vois. Parce que, si tu te souviens, on a notre zone intertropicale de convergence, quoi qu'il en soit, chaque année, à peu près aux mêmes périodes, en tout cas aux mêmes saisons, tu vois. Et pour les poussières sahariennes, en ce qui concerne la Guyane, c'est aussi à peu près aux mêmes saisons. Sauf qu'il y a certains événements, comme par exemple des événements qui sont plutôt caribéens, qui peuvent arriver entre juillet et août, alors que ce ne sont pas les périodes de poussière saharienne identifiées dans le cas de la Guyane, et donc pour lesquelles il n'y a pas de pluie, en général au mois de juillet-août, c'est plutôt rare. Et donc, il faudrait peut-être se focaliser sur ça pour pouvoir tirer une conclusion quant à l'impact des poussières sahariennes, ou bien est-ce que ça favorise la précipitation, tu vois, c'est à ces moments-là, c'est-à-dire des moments où on n'a pas encore de précipitation. Mais par contre, c'est vrai que le fait qu'il y ait une forte pluie, c'est ce que la conclusion de l'étude, c'est que le fait qu'il y ait de fortes précipitations, ça a un impact sur le pluviométrie, donc on aura moins de particules en suspension. Là, c'est clairement la conclusion qu'on a pu émettre ici. OK, d'accord, merci. Voilà, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Ah. Oui, est-ce que dans la prévision, vous avez tenu compte du vent et donc de la possibilité que la précipitation, la diminution donc de particules peut être anticipée par rapport à la direction du vent? Voilà. Oui, alors comme justement là, je n'ai pas présenté la diminution de particules ici, mais il est clair que effectivement, d'un point de vue régional, donc géographique, la direction des vents peut influer effectivement d'un site à l'autre. Donc, ça peut être intéressant pour des interprétations plus localisées dans le futur. Alors, je complète un peu l'intérêt du propos parce qu'on est en train de travailler sur, on est en train de s'interroger sur l'impact des sables sur la prolifération des sargasses. Il y a deux grandes philosophies, c'est les effluents de l'Amazone et l'intensité des particules au niveau des côtes africaines, et en lien avec des précipitations qui enrichiraient la zone superficielle de la mer avec des nutriments, voilà, qui accéléreraient la position des sargasses. Donc, on a une interrogation à ce niveau-là et on souhaiterait bien développer, financer des études sur ce sujet. Ah oui, très bien. Bon, je sais que dans un des reportages qui avait eu il y a quelques années, j'avais remis en évidence le fait que les particules de poussière saharienne pouvaient être parfois riches en phosphore. Après, c'est important de faire des études en ce sens pour rechercher les nutriments qui sont adossés à ces particules. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, merci Marilyn. Je sais qu'il est très tard chez toi. Oui. Et encore merci de ta disponibilité.
Donc, je vais clôturer cette première session avec les trois premières présentations. Vous aurez les ateliers correspondants, donc vous pourrez effectivement approfondir les questions et voir comment les chaînes de traitement peuvent être lancées, installées, etc. Lors des ateliers. Donc, encore merci à tous, encore merci à ceux qui sont en visio. Et puis là, je vous donne rendez-vous, alors pas ceux qui sont en visio malheureusement, mais au cocktail, un petit cocktail dînatoire qui aura lieu à la salle Oasis et au niveau de l'hôtel, voilà, à 18h. Encore merci à tous.